Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Vue des campagnes, l'autre récit de la pandémie, pas de revanche ni de répit. Les zones rurales et périurbaines sont plutôt les grandes oubliées de la crise sanitaire. Invité à partir de 12h55, Salomé Berliou, l'auteur de Nos campagnes suspendues, la France périphérique face à la crise, en dialogue avec le Goncourt 2018 pour leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu. Mais d'abord, celui qui fut de 3 ans son aîné dans la famille Goncourt, lui c'était en 2015 pour son roman Monde Boussole. Mathias Hénard converse désormais avec les âmes du Poitou et s'entiche d'une nature qu'il avait un peu comme d'autres délaissée jusqu'ici. Invitez-le à votre table, il la transforme en banquet, à la vie, à la mort. Le retour aux sources de Mathias Hénard se fait dans un roman gargantuesque intitulé Le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs et publié chez Actes Sud. Il est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. On a quément la grande cuisine, nos belles auberges de Paris. Là-bas on sent la margarine, mais on paye cher, vous suffit. Moi j'aime bien la boue de Montjaille, la boue de Montjaille de chez nous. La routille ou la godaille, Limoges était la soupe au chou. Pas besoin de 36 piastres pour ben déjeuner quand il y a de la sauce au lumard. Quand tu me fais de la sauce au lumard, tu entends que la qui jargote, il te biserait sur les deux jottes. Il s'est bonné dans ma pierre, ben tranquillement il trempe dans le pierre. Déjà fini, faut que t'en redonnes. Tu savais comme t'es magnoune quand tu me fais de la sauce au lumard. Eh ben mes enfants, vous chantez comme de relais là. Le Poitou avait son barde, Yves Rabot. Il a désormais sa plume. Bonjour Mathias Hénard. Bonjour. Ce barde Poitevin que vous citez, ce doux poète aussi. Vous connaissez cette chanson ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est un des tubes du Poitou et du Poitevin Saintongeais, la boue de Montjaille de chez nous, la sauce au luma, qui est en fait une soupe aux escargots, ce qui ne doit pas être délicieux à mon avis, mais quoi, vous avez pas extrêmement essayé ? célèbre dans la région. Vous n'avez pas testé ? Non, jamais. Mais c'est vrai qu'on y mange bien ? C'est vrai qu'on peut y manger plutôt bien, oui, bien sûr. D'accord. Vous êtes un gourmand, vous ? Je suis assez gourmand, oui, en tout cas un peu. Mais moi, ce qui me passionne, c'est aussi surtout les mots de la cuisine. Comment est-ce qu'on peut justement donner faim uniquement par la description d'un plat ou d'un produit, d'un mets. Et ce banquet, c'est avant tout un banquet de mots, de littérature. C'est vrai, et il y a des parfums, des odeurs, des saveurs qui s'en dégagent. Premier roman vraiment français, Mathias Hénard, pour vous, avec ce banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. Après Constantinople, dont parle l'heure de bataille, de rois et d'éléphants. Après le Maroc, de Rue des voleurs, l'orientalisme onirique de Boussole, portrait de la ruralité. En tout cas, portrait littéraire d'une région à travers cet ancrage à la fois géographique, linguistique, historique que vous donnez à votre histoire. Ça aurait pu être peut-être votre livre le plus exotique si on se fie à la distance que votre héros s'impose, la distance qu'il s'impose votre personnage. C'est au fond votre livre à vous, on dirait, le plus personnel. Vous le dédiez d'ailleurs à votre père et à tous ceux qui peuplent mes souvenirs d'enfance de Sévrienne. Vous pensez ça aussi ? Que c'est peut-être le livre qui vous correspond le plus ou qui vous ressemble le plus ? En tout cas, c'est le livre peut-être le plus autobiographique que j'ai écrit, même si ça ne raconte pas forcément les détails de ma vie personnelle. En tout cas, c'est sûr que c'est très inspiré de gens que j'ai connus, d'histoires que j'ai entendues et de réalités quotidiennes de mon enfance dans les Deux-Sèvres. J'ai grandi à Niort. J'ai quitté quand j'avais 18 ans. Et le livre se fait un peu le reflet de ces années-là, ou en tout cas de ces paysages entre la plaine et le marais. Cette ville dont on pourrait croire justement qu'elle n'a pas grand-chose à offrir, enfin, une espèce de défaut d'image, comme disent les communicants aujourd'hui, de la ville de Niort.
Et justement, j'avais envie de me plonger de revenir un peu sur mon enfance et mes racines, peut-être parce que j'ai quitté cet endroit et que pendant très longtemps, je me suis intéressé, même en littérature, à des paysages bien plus exotiques, entre guillemets, ou en tout cas bien plus lointains, le Moyen-Orient, la rive sud et est de la Méditerranée. Et là, voilà, le bas Poitou d'hier et d'aujourd'hui. On évoquait cette littérature monde qui était la vôtre jusqu'ici. Est-ce que là, vous parleriez, vous, de littérature régionale, de littérature terroir, hein? Oui, en tout cas, j'ai pas de difficulté avec ça. J'aime la localité dans tout ce qu'elle offre aussi de diversité, les langues régionales, la réalité quotidienne de ces territoires. Il y a absolument rien ni de honteux, ni de méprisant dans mon esprit, dans ouais, le rural, le local. Et ça faisait aussi un peu partie du défi, c'est-à-dire de montrer que tout ça est absolument passionnant, ou peut l'être en tout cas. Et c'est juste uniquement une question de regard de l'observateur. Alors c'est drôle parce que vous jouez beaucoup avec votre personnage. Lui, c'est David Mazon, votre protagoniste, narrateur, anthropologue en herbe. Il veut écrire la thèse parfaite et part donc pour ce faire en pleine campagne, en région niortaise, à 2h30 en TGV de Paris et 20 bornes de la gare. Loin de tout, aussi loin que Malinowski au milieu du Pacifique. Il va loger chez Mathilde et Gary à la Pensée sauvage. Il va sociabiliser avec les gens du village et surtout pour ce faire en se rendant au Café Pêche, qui est le café central tenu par Thomas. Et il raconte, dès cette première apparition dans le café, avec beaucoup d'humour, vous écrivez « Ils ont vu sur moi le masque de l'altérité, pourrait-on dire en termes lévinassiens. Il se regarde écrire, il prend des notes dans son journal de bord. Il analyse aussi ce premier passage au café en retranscrivant le regard des habitués sur lui. Il était donc un étranger, de cette catégorie d'étrangers qu'on tolère sans les haïr tout à fait. Notre jeune chercheur a 2 références. C'est Malinowski, le Jason de l'ethnologie, l'anthropologue d'origine polonaise, auteur des Argonautes du Pacifique, et Claude Lévi-Strauss, le pape de l'anthropologie, auteur de Tristes tropiques et de La pensée sauvage. C'est aussi 2 modèles du genre pour vous? Oui, bien sûr, et il fallait des références. C'est-à-dire justement, cet anthropologue est comique parce que il est décalé, c'est-à-dire qu'il a de grands rêves d'une anthropologie fondatrice et lointaine. Évidemment, le journal de Malinowski ou les Argonautes du Pacifique, il n'y a rien de plus éloigné des problématiques actuelles et française, même quand on s'intéresse à l'ethnographie rurale. Et donc il est déjà complètement, même dans sa façon de penser, dans son monde intérieur, il est complètement décalé par rapport à la recherche d'aujourd'hui. Mais pourtant extrêmement prétentieux et tout à fait... il a envie de bien faire. Voilà. Il part à la découverte du nouveau monde, vraiment. Oui. Ouais. Mais ça, c'était extrêmement pratique pour le romancier d'avoir un observateur complètement extérieur et un peu grandiloquent, ce qui donne tout de suite un décalage assez drôle entre ses réflexions et ses observations. Propos sur l'ethnologie de Claude Lévi-Strauss, on est en 1981. Ce qu'on appelle l'ethnologie française, n'est-ce pas, n'a véritablement démarré dans notre pays qui a une quinzaine d'années. Je ne dis pas que ça n'existait pas auparavant. Il y a eu de très grands folkloristes au XIXe siècle. Il suffit de penser à Saint-Yves, Sébillot et autres. Mais c'était des gens qui essayaient plutôt de recueillir des souvenirs d'un lointain passé, tels que la tradition orale les avait préservés, beaucoup plus tôt qu'une réalité toujours vivante et qui contient des éléments qui nous mettent de plein pied avec des sociétés très différentes. C'est un retour aux origines, aussi pour le jeune ethnologue. Oui, effectivement, j'ignorais cette archive, mais oui, c'est ça tout à fait. Et même même si lui, il arrive avec quand même un espèce de plan de travail, on sent qu'il a derrière lui un directeur de thèse très savant, qui pense à la problématique. En fait, il va être très vite dépassé par son terrain, il va être un peu avalé par le milieu qu'il est censé observer pour y participer de plus en plus. Alors peut-être pas tellement dans une observation participatrice extrêmement contrôlée, mais bien plus au contraire, oui, il va être complètement dévoré
par son objet d'étude. Ouais, pénétré par son sujet, hein. Ça vous l'écrivez. Pardon, mais je suis certain qu'à la campagne, on baise mieux qu'en ville aussi, hein. Voilà ce qu'il va finir par constater, alors qu'au début, il est plutôt à distance avec ce sujet. Il pratique cette ethnologie presque un peu folklorique des débuts. Il a la sensation de jouer un rôle, écrivez-vous, raconte-t-il, l'observateur essayant d'apprivoiser un milieu hostile. Il se sent vraiment loin de tout, il prend son enquête très au sérieux, il part à la découverte de ce monde qu'il connaissait peu, et il va donc se laisser gagner. Au fond, c'est un véritable récit initiatique que vous avez écrit là, Mathias Sénart. Oui, c'est en tout cas la transformation de quelqu'un. Vous savez, les personnages, moi, que je préfère, c'est ceux justement qui ont tout un parcours entre le début et la fin d'un livre, qui sont plus du tout les mêmes une fois le livre refermé. Et l'itinéraire de David Mazon, c'est ça, c'est quelqu'un qui va changer, transformer complètement sa vie, sa façon de penser, de vivre, même d'aimer, sa vie sentimentale, personnelle, intellectuelle. Tout va se transformer au fur et à mesure du livre. Il va ouvrir le roman, il le refermera aussi. Entre-temps, il laissera la plume et la parole à un autre narrateur. Il n'est pas le personnage unique de ce roman, loin de là. Rabelais me nourrit. J'ai des affinités profondes avec l'œuvre de Rabelais. Ça vient peut-être de mes antécédents vignerons, paysans, j'en sais rien, ou terriens, c'est plus généralement dit. Mais je vibre à Rabelais et il me nourrit, c'est du pain complet. Alors c'est pour cela que tout à coup j'ai sauté sur Rabelais comme on se réfugie dans les bras de son père. Rabelais, c'est du pain complet, dit Jean-Louis Barrault dans cette très belle archive de 1968. Rabelais, Mathias Sénart, pour vous aussi, c'est une figure chaleureuse, paternelle, nourricière ? Oui, mais c'est avant tout un immense écrivain, une langue extraordinaire. Il invente vraiment ce français absolument délicieux qu'on peut encore lire aujourd'hui, bien sûr, avec un peu de difficulté et l'aide des notes, mais néanmoins une puissance de la langue, quelque chose qu'on sent en bouche, hein, peut-être bien plus que des nourritures réelles. C'est aussi ça, Rabelais, hein. C'est vraiment le français, la pensée, cette immense liberté qu'il y a chez lui de tout dire, de tout penser. Il invente vraiment un monde, et la charnière, un moment tournant entre la fin du Moyen-Âge. Il se moque énormément du savoir médiéval. Il a envie de nouveaux horizons. Et puis Rabelais, c'est aussi si on parle de localité, vraiment ce territoire entre Loire et Gironde, hein, si on regarde en tout cas les territoires de Gargantua, peut-être plus que ceux de Rabelais lui-même, ou au moins autant que ceux de Rabelais lui-même. C'est vraiment depuis la Touraine. Bon, on sait bien sûr que Rabelais est né à la Devinière, à côté de Chinon, mais on sait peut-être moins qu'il a été apprenti moine à Fontenay-le-Comte, d'abord en Vendée, et ensuite à l'abbaye de Maillezais. Cette abbaye dont je fais un peu le décor de ce banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, et où Rabelais aurait eu l'idée de l'abbaye de Thélème. Donc c'est à la fois une coïncidence entre moi, un auteur qui me fascine, hein, pour le plaisir de la langue, l'invention du roman, du récit, et puis une région géographique qui était aussi l'objet du livre. Et la référence à Rabelais, c'est étonnant, enfin intéressant que vous commenciez par parler de la langue, hein, pour vous, de Rabelais, parce que elle est omniprésente dans ce roman, Mathias Sénart, mais elle n'arrive pas par la table, hein, même si vous faites par la suite une sorte de pastiche de banquet à la Rabelais. Elle arrive, cette référence, d'abord par la langue, par ce parler local, par l'accent du coin, définitivement exquis, comme le qualifie David Mazon, votre jeune ethnologue, ce patois. On ne le parle plus beaucoup et quand on le parle, on n'y comprend rien. Dit-il, le poitevin saintongeais, c'est pas de la tarte. Là, il est en discussion avec le grand-père de Lucie, sa future, mais et à ce moment-là, il a du mal à saisir cette langue. Elle vient d'où ? Elle a une histoire, cette langue-là, que vous avez aussi réussi à retracer. Oui, c'est une des langues de France. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'elle a survécu. Alors aujourd'hui, bien sûr, beaucoup moins, hein, qu'autrefois, mais néanmoins, on la parle encore, on la chante encore. Il y a encore des poètes, des bardes,
Et puis c'est une langue du quotidien. Et c'est une langue qui imprègne vraiment le français de cette région, ouais, entre la Loire et la Gironde. Alors après, effectivement, et il y a aussi des différences. Bien sûr, on ne parle pas du tout de la même façon en Vendée qu'à Saintes. Et le fait d'appeler ça Poitevin-Saintongeais, bon, bien sûr, c'est un regroupement scientifique. Ce sont les linguistes qui appellent ça comme ça. Et sur place, on dit, oui, on parle patois, un peu. Et c'est une langue qui a aussi, bien sûr, été méprisée, puisque, comme toutes ces langues qui n'avaient pas accès directement à l'écriture, hein, mais elle était écrasée par la puissance du français normatif de la République. Mais néanmoins, ouais, ça reste encore une langue des campagnes. Alors c'est à la fois, évidemment, quelque chose qui provoque le rire un peu des étrangers, de ceux qui parviennent dans ces territoires ou qui entendent pour la première fois cette chanson tout à l'heure, la Sossolima. Mais c'est aussi, pour moi, passionnant de voir, de goûter un peu ces mots, justement, dans toute leur diversité. Et puis, il y a un aspect très... Enfin, les paroles de la chanson de votre barde étaient très drôles aussi. En fait. Oui, voilà, c'est pas se moquer de la langue ou de l'accent. Il y a quelque chose de très truculent là-dedans. Oui, c'est ça. Hein, c'est une langue aussi qui sert, oui, il y a beaucoup d'humour dans ce patois. Et quelqu'un, par exemple, comme Yannick Jolin, qui est encore aujourd'hui un des artistes qui utilise ce parler, cette parlange. Qui est conteur de métier. Hein. Voilà, donc le métier de raconter des histoires. Et rend bien cet aspect ludique de la langue et le plaisir qu'il y a justement à faire des jeux de mots et de raconter des histoires plus ou moins grivoises en patois. Vous avez dit truculent, l'ambiance autour ou à l'occasion de ce grand banquet qui est donné à l'abbaye de Maillezais, là où Rabelais séjourna, vous l'évoquiez après son passage chez les Cordeliers. L'ambiance, elle est quand même très gargantuesque. Le festin, vous le décrivez d'ailleurs comme tel, il est pantagruélique. Est-ce que tout ça traduit aussi un certain hédonisme duquel vous vous sentez proche, vous, Mathias Sénard? Parce que c'est vrai que quand on vous regarde, quand on vous écoute, on se dit que le rabelaisien, en fait, c'est vous. Vous en avez peut-être l'humour, la gourmandise, l'érudition, la truculence. Oui, peut-être. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à raconter ce banquet, justement parce que c'était à la fois un peu un rêve, hein, d'imaginer tous ces plats, ces mets les uns après les autres. Et c'est pas votre quotidien. Non, c'est pas du tout mon quotidien. Quoi, dans la vie, vous êtes un sinistre cire qui passait vos journées à écrire Non, je suis vous pas... êtes... Pas du tout sinistre, mais ce banquet-là doit être exceptionnel. Ça se devait d'être quelque chose, un moment tout à fait exceptionnel. Mais ce qu'il y a dans ce banquet, c'est justement cette opposition, parce que ce banquet, c'est le banquet donc annuel de la confrérie des Fossoyeurs, qui sont des personnes au métier extrêmement triste, hein, employés de pompes funèbres, gardiens de cimetières. Et pour se consoler justement de leur triste métier, ils donnent pendant 3 jours un grand banquet annuel dans lequel ils ripaillent. Donc, bien sûr, il fallait que ce soit en contraste absolu avec leur quotidien. Et donc, chasser la mort et la présence de la mort par la réjouissance, le plaisir de la chair et de l'esprit. Boire heureux en attendant la mort. Personne ne meurt jamais au moment du banquet de la confrérie des Fossoyeurs, écrivez-vous, Mathias Sénard. On oublierait 2 nuits durant que la roue tourne et que tous les humains finiraient sur leurs épaules, car personne n'y échappe. Quoi qu'il advienne à l'âme, matière subtile, le corps s'en retourne toujours aux mains des enterreurs. Avec ce personnage de Martial, ce croque-mort municipal à la fois maire du village et patron de pompes funèbres, ce joyeux luron malgré sa profession paguée, va noter David, celui qui va présider le grand banquet annuel. La mort, lui et ses employés de joyeuderie et autres croque-morts présents au congrès, il lui règle son sort tout en l'honorant, cette divine putain. Ce banquet des Fossoyeurs, il est le prétexte de quoi? Pourquoi? Il est le
texte, je ne sais pas. En tout cas, il a lui-même un prétexte, puisque si j'ai eu cette idée, c'est que ce banquet des Fossoyeurs existe. Hein. J'en ai appris l'existence à Prague, dans justement la petite maison qui jouxte une synagogue, la maison de la confrérie des enterreurs. Et là, on expliquait que, justement, pour se consoler de leur triste métier, les fossoyeurs juifs de Prague se donnaient un banquet annuellement au printemps. Et ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est absolument magnifique. C'est vraiment oublier pendant quelques jours, justement, notre triste destin à tous. Hein, la mort, cette vie finie. Et je me suis dit, tiens, on va même pousser un peu plus loin les choses et imaginer que pendant 3 jours, personne ne meurt. Voilà. Mmh. C'est le cadeau que fait la mort à la confrérie des Fossoyeurs, c'est que pendant ces 3 jours de réjouissance, plus personne ne décède, et donc ils n'ont plus de travail, et oisifs se réjouissent, mangent et boivent. Donc c'est pas le prétexte pour... Mais c'est vrai que moi ça m'a servi aussi à prendre un plaisir gigantesque à raconter des ripailles, des beuveries, et aussi... Et pas que, parce que c'est vrai que la chance avec vous, Mathias Sénard, en tout cas dans ce roman, c'est qu'on ne meurt jamais vraiment. Il y a cette grande roue des âmes qui tourne, et qui raconte le cycle de nos existences successives. On peut être tour à tour prêtre ou sanglier, barman ou punaise de lit, mordant Napoléon, Jérémie ou Agrippa d'Aubigné, Patarin ou cheval de Cloïs, Gary qui chasse ou louve enragé, femme pieuse ou chêne sacré au temps des Gaulois. Vous racontez des réincarnations successives, celles de vos personnages. Et ce faisant, ce qui est génial, c'est que vous donnez à cette région une histoire, en fait, un passé. Vous réincarnez chacun de ces personnages qu'on dirait un peu sans vie, invisibles, ordinaires. Pourquoi vous aviez-vous profondément envie de leur donner une vie antérieure ou une seconde vie, parce que ça dépend des uns et des autres? D'abord parce que c'est extrêmement pratique quand on écrit un roman d'avoir justement cette possibilité qu'offre la réincarnation de tracer des liens entre des destins qui semblent aussi éloignés que celui du cheval de Clovis et du charcutier du village. Et donc ça c'était déjà... sur le plan purement technique, extrêmement pratique. Et ensuite, parce que c'est une idée que j'ai toujours trouvée très belle, de se dire, mais finalement, tous ces destins sont liés, les possibilités des réincarnations sont infinies, et donc notre histoire n'est qu'une histoire, finalement. Nous ne faisons qu'un avec la nature, les uns, les autres, nous sommes extrêmement proches. Et ce village, dont on pourrait penser... comme ça de prime abord qu'il ne s'y est jamais rien passé, que les gens qui y sont n'ont aucun lien avec la grande histoire, comme on voudrait nous dire, bien non, ce sont eux la grande histoire, puisque justement, ils sont les réincarnations de tous ces moments qui fabriquent le récit collectif. En quoi vous aimeriez vous réincarner ? Je sais pas. Alors, il faut pas. Vous savez, selon les bouddhistes, il faut pas trop y penser avant, hein, pour ne pas influencer, et surtout pas dire qu'on aimerait s'incarner en animal, par exemple. Et vos vies d'avant, vous savez ce que vous étiez ? Mais non, on ne peut pas savoir. À moins d'être un être éclairé, hein. Alors, toujours selon les bouddhistes, on ne peut pas. Cette métempsychose, elle est très différente selon les foi, les croyances, les régions du monde. Les bouddhistes pensent que nos réincarnations sont infinies, mais qu'on ne peut pas se réincarner, par exemple, en plante ou en rocher, hein, a priori. On se réincarnera plutôt en être humain ou en animaux. En revanche, toutes ces réincarnations sont extrêmement ouvertes. Par contre, ailleurs, comme par exemple chez les druzes, on se réincarne uniquement en druze. On ne peut pas se réincarner en autre chose. On est fermé dans ces réincarnations. Donc tout ça, c'est bien sûr, dans mon cas, c'est peut-être aller un peu loin que d'imaginer que on se réincarne beaucoup dans les Deux-Sèvres, un peu toujours au même endroit, entre Poitiers et La Rochelle. Mais pourquoi pas au Tibet? Vous savez, les lamas se réincarnent bien toujours au Tibet. Et jusqu'ici, on n'a pas eu de Dalai Lama espagnol ou allemand. Donc la réincarnation a bien aussi un côté géographique extrêmement intéressant pour l'auteur que j'étais. Voilà, vous voilà réincarné de votre vivant. Tous les dimanches à 17h, Mathias Sénard, dans votre salle des machines, vous racontez sur France Culture la fabrique littéraire. Vos invités, écrivains, scénaristes, auteurs de BD, je les verrai à l'œuvre dans les fonds, les soutiers, les huileurs, les graisseurs, les mécanos, tous les gars de la machine qui sont prêts à en mettre un bon coup. Vous citez Blaise Cendrars, votre auteur fétiche, à bord du Normandie pour raconter ce à quoi vous vous attelez tous les dimanches durant cette heure-là. Et vous, pour ce livre-là, ce roman, est-ce que vous avez beaucoup trimé et sué
Est-ce que la gestation a été difficile? Parce qu'il paraît que vous l'avez débuté en 2009, Oui, pendant alors une résidence d'auteur. ça n'a pas été forcément extrêmement difficile, plus qu'un autre livre, mais ça a été long. Peut-être parce que, d'abord, moi-même, j'avais une certaine réticence qui sait à me plonger dans mon enfance, à me plonger dans ces territoires et dans ces souvenirs. Ça m'a pris du temps un peu aussi d'observer, de comprendre, de visiter, de voir, d'apprendre, de lire. Et cette région, comme si je ne la connaissais pas, comme si je la découvrais aujourd'hui. Et ensuite, c'est un livre assez volumineux avec comme vous l'avez dit, des narrateurs très différents, des moments assez divers, même sur le plan de l'écriture même. Et donc ça prend aussi du temps. Et donc c'est peut-être le livre effectivement que j'ai mis le plus longtemps à écrire, puisqu'en tout, entre le premier mot et le dernier, il s'est passé plus de 10 ans. Êtes-vous aujourd'hui un converti à la manière de votre protagoniste David? Est-ce que vous avez gardé une maison là-bas? Est-ce que vous vous y appliquez chaque jour à changer le monde en cultivant votre jardin? Parce qu'il pense ça, David, hein, si chacun sauve 1 hectare de la planète, ça y est, l'affaire est faite. Oui, c'est vrai, c'est la pensée le wishful thinking de David. Après, est-ce que c'est réellement possible? J'en sais rien. C'est vrai que pour moi-même, en tout cas, j'ai pris cette résolution et je m'intéresse de plus en plus aux plantes, à la nature. Pourquoi? Parce que c'est un des avantages, bien sûr, de la vie rurale, ou en tout cas autour des petites villes ou des villes moyennes. C'est que la terre est là, la nature est autour de vous. Et donc, vous pouvez bien sûr non seulement en profiter, mais aussi y participer. En choisissant ce que vous faites pousser et en regardant, tout simplement, en observant les oiseaux, en essayant de comprendre un peu ce monde, cette nature qui nous entoure et dans laquelle nous oublions assez facilement en ville que nous faisons partie. Oui, tout ce qui vous a peut-être échappé aussi, ou qui n'était pas encore aussi appréhendable à 18 ans quand vous avez quitté cet endroit qui était le vôtre. C'est donc peut-être une conversion ou peut-être tout simplement un retour aux sources. On va continuer à parler de la vie en zone rurale, dans les campagnes et en zone périurbaine avec nos 2 invités, Salomé Berliou et Nicolas Mathieu. Ensemble, ils ont analysé un peu le récit qui s'est fait de la campagne pendant la crise et aussi le vécu, la réalité pour ceux qui y étaient pendant le confinement. On en reparle juste après. Merci Mathias Sénard. Merci à vous. Beaucoup.